Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show, comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Nous avons pas mal d'actualités très intéressantes cette semaine-ci, notamment évidemment Starship qui a été testé de SpaceX. J'ai fait un live sur la chaîne YouTube, vous avez dû le voir, mais maintenant on a aussi l'après-coup, les dégâts que ça a causé notamment aux pattes de lancement, vous allez le voir, c'est plutôt puissant. On a aussi des news de nouveaux cartes graphiques avec notamment la possible RX 7600 qui devra arriver très bientôt. Oui, 7600 et pas de 7800 et 7700, je comprends pas trop. Bref, nous avons aussi les Ryzen 7000 et notamment les Ryzen 7000 avec cache 3D qui apparemment ont des gros problèmes où ils peuvent se tuer d'eux-mêmes. Littéralement, ils peuvent carrément brûler au niveau de leur pin en dessous. Donc ça, on va en parler, c'est évidemment très important. Et puis d'autres news. Vous avez une table de matière dans la description ainsi que sur la barre de lecture. N'hésitez pas à sauter vers le sujet qui vous intéresse le plus. Commençons tout de suite. Mais avant ça, ce début de vidéo est sponsorisé par Infomax et leur PC gamer Aeroman. Alors ce n'est peut-être pas un super héros, mais ce PC va vous permettre de jouer à des jeux sans problème, que ce soit en 1080p ou en 1440p, parce qu'il est équipé d'une RTX 3070 ainsi que d'un Ryzen 5 5500. C'est donc une config plus orientée entrée de gamme, mais qui est parfaitement équilibrée. Vous avez aussi 16 Go de RAM de base ainsi qu'un SSD de 500 Go, une alimentation de 650 watts et un bon petit boîtier simple pour englober le tout. Bien sûr, ça reste Infomax, donc vous avez la possibilité de configurer la config comme exactement vous le voulez. Donc si vous voulez plus de RAM, si vous voulez plus de SSD, vous pouvez le faire très facilement en quelques clics. Vous avez toujours la qualité de montage d'Infomax, je vous ai déjà montré la marque plusieurs fois, donc tout est bien en place au niveau câble. Tout est bien monté, mieux que moi ce que je pourrais faire honnêtement. On voit qu'ils ont de l'expérience. Et en plus, quand le PC arrive, il est parfaitement emballé. Donc vous êtes sûr qu'il n'y aura eu aucun dégât lors du transport. Parce que certains transporteurs aiment bien secouer les boîtes. Du coup, n'hésitez pas à découvrir le PC Aeroman d'Infomax en suivant le lien dans la description. Encore merci à eux d'avoir sponsorisé ce début de vidéo et commençons la vidéo justement. Alors, avant de passer aux news de la semaine, en réalité, on va aussi parler d'une news de la chaîne assez importante. Et c'est le fait que je suis en train de refaire un peu d'identité graphique de la chaîne. Ça ne changera rien au contenu, ne vous inquiétez pas. C'est juste que comme je vais au Computex, j'avais besoin de faire des business cards, donc des cartes business pour passer juste mon contact à différentes marques. Et du coup, je me suis dit, quitte à le faire, autant refaire le logo en fait. Parce que le logo commençait à dater un petit peu. Je voulais aussi changer quelque chose, c'est tout simplement, comme beaucoup de chaînes tech le font, c'est le logo n'est pas forcément mis énormément en avant sur les chaînes tech, si vous regardez. Genre, Linus Tech Tips, il y a quelques années encore, l'icône de leur chaîne, c'était juste une photo de Linus, qui est du coup le présentateur principal. Maintenant, ils sont passés à un vrai logo parce qu'ils essayent de plus faire comme si c'était un groupe, pas forcément tout mettre sur la tête de Linus, parce qu'ils veulent, s'il veut reprendre sa retraite plus tard, évidemment, ce serait un peu problématique si toute l'identité de la chaîne est basée sur lui. Donc, voilà pourquoi ils le font. Mais la plupart des autres chaînes tech, en vrai, c'est souvent la tête du mec, quoi. Ou de la meuf qui présente la chaîne. Donc, je vais faire ça, tout simplement. Donc, vous n'aurez plus le logo Texama. Vous n'aurez même pas le nouveau logo Texama comme icône de la chaîne, mais vous aurez ma tête. Par contre, vous aurez aussi le nouveau logo de la chaîne que je vous affiche actuellement. Alors, je le dis directement, je vais être très honnête. Je sais qu'il y en a qui vont aimer le nouveau logo, je sais qu'il y en a qui vont le détester. C'est toujours, à chaque fois que je vois une chaîne tech ou n'importe quelle chaîne changer de logo, c'est toujours très partagé. C'est toujours, il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui détestent, il y a des gens qui sont au milieu, et voilà. Le truc, c'est qu'encore une fois, je vais pousser vers un truc où c'est moins le logo et c'est plus genre mon identité personnelle, parce que de toute façon, ce que vous voyez le plus en regardant mes vidéos, c'est ma sale tête, donc vous aurez encore plus ma sale tête sur la chaîne, et donc c'est ça que vous aurez à la place du logo. Mais je tenais quand même à faire un nouveau logo pour justement mettre sur les cartes business, comme ça, ça permet d'avoir une certaine identité professionnelle. Donc ouais, voilà le nouveau logo, il est déjà intégré normalement sur la bannière de la chaîne depuis pratiquement une semaine, donc il y en a peut-être qui l'ont déjà vu. Mais maintenant c'est officiel, ma foi. Du coup, à partir de maintenant, l'icône de la chaîne a dû changer par rapport à cette vidéo. Et c'est une image d'ailleurs qui était dessinée par un abonné. Malheureusement, j'arrive pas à retrouver la personne que c'était. Je sais qu'il me l'avait envoyé sur Twitter, mais j'ai essayé de rechercher l'image sur Google et tout ça pour essayer de pouvoir ressortir le tweet, mais j'arrive pas à le retrouver. Donc si quelqu'un sait le retrouver, j'aimerais citer la personne justement et le remercier encore une fois pour cette image-là et aussi le créditer correctement, notamment dans la description ainsi que la description de la chaîne, mais j'arrive vraiment pas à le retrouver. Donc ouais, c'est une image dessinée juste de moi que j'aime assez bien, ça représente assez bien ma tête, tout ça. Et ça évite d'avoir juste une photo de moi.
Comme ça fait un petit peu plus stylisé, je trouve. Après, c'est sujet à un changement. Peut-être que dans le futur, ce sera une photo de moi un petit peu de la même manière. Une pause juste pour faire un petit peu justement chaîne. Bref, dans tous les cas, je voulais juste vous notifier de ce changement-là. Encore une fois, ça ne change rien au contenu. C'est juste pour me faciliter la vie au niveau de justement la carte business et aussi un petit peu mettre à jour l'identité graphique de la chaîne. Voilà, c'est à peu près tout. Passons au Texama Show. Du coup, la première news de la semaine, c'est évidemment le fait que Starship a été testé. Starship, c'est évidemment la nouvelle fusée de SpaceX qu'ils sont en train de designer. Ça fait des années, personnellement, que je suis, j'attendais ce moment-là. C'est une fusée qui a pour but d'être 100% réutilisable, contrairement à la Falcon 9 ou Falcon Heavy de SpaceX, et aussi toutes les autres fusées du marché. Donc, c'est-à-dire que quand elle sera finie d'être designée, en tout cas, elle pourra lancer quelque chose dans l'espace et l'entièreté de la fusée sera récupérable. Et aussi, le but, c'est de pouvoir la réutiliser rapidement. Donc, contrairement à la navette spatiale où il fallait retravailler pas mal de choses, ici, vous pourrez juste récupérer, par exemple, le second étage, peut-être vérifier vite fait que tout va bien, le remettre sur un booster et c'est reparti. Donc là, justement, nous avons la full fusée en train d'être chargée en carburant. J'ai fait évidemment un live où je mettais du commentaire justement en français par rapport au live de SpaceX. Vous pouvez regarder en rediffusion ici. Du coup, pour information, quelques stats quand même sur Starship. C'est une fusée énorme, 120 mètres de haut, 9 mètres de diamètre. C'est la fusée la plus puissante au monde. Et c'est aussi la fusée la plus puissante jamais testée jusqu'à maintenant. Elle a 33 moteurs sur le premier étage, ou plutôt le booster si vous préférez, ainsi que 6 moteurs sur le second étage, le Starship. C'est comme ça qu'ils l'appellent techniquement, le second étage. Donc oui, la full fusée s'appelle Starship. Le second étage s'appelle Starship. Ça porte un peu à confusion, mais SpaceX cette fusée a été renommée plusieurs fois durant sa vie, donc voilà. Ça m'étonnerait même pas qu'il change encore un petit peu de nom d'ici là. Bref, dans tous les cas, le lancement est... Comment dire? Pour ceux qui n'ont pas vu, je vais vous remettre les images vers la fin. Le lancement s'est passé en partie correctement. Donc là, on a la fusée qui a décollé directement depuis le pad qui est situé au sud du Texas. Voilà. Énorme nuage de fumée. Donc ça, plutôt bonne nouvelle, la fusée n'a pas explosé sur le pad de lancement. Deuxième truc aussi, c'est que la fusée a réussi à passer Max Q. Max Q, c'est le moment où vous avez le plus de pression aérodynamique sur la fusée. Et après, le prochain événement qui est très important dans n'importe quelle fusée, c'est la séparation du second et du premier étage. Et là, malheureusement, c'est là qu'il y a eu un couac. Alors, on ne sait pas trop ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, mais là, vous pouvez voir d'ailleurs tous les moteurs allumés. Starship utilise du méthane. Donc, ça veut dire que la flamme de la fusée est très propre. C'est pour ça qu'il y a très peu de fumée, contrairement à d'autres fusées. Et du coup, c'est pour ça qu'on voit assez bien les moteurs ici. Et on voit, oui, qu'il y en a plusieurs qui ne sont pas allumés. Donc, ils ont eu quelques problèmes avec certains moteurs. C'est pas très grave, comme c'est un vol de test. Ça ne changeait pas grand-chose. Ça permet de voir que les ordinateurs de bord ont réussi à éteindre les moteurs qui avaient des problèmes. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, ce qui n'est pas une bonne nouvelle, c'est que, du coup, alors ça fait partie de la procédure. Le but ici, c'est que pour simplifier la fusée au maximum, ils ont utilisé une technique qu'ils font sur leur lancement Starlink. Starlink, c'est une constellation de satellites pour avoir Internet qu'ils sont en train de lancer encore en ce moment. Le service est déjà disponible, mais ils continuent de lancer de plus en plus de satellites. Et une technique qu'ils utilisent, c'est qu'ils utilisent un petit peu de... Il faut une petite rotation au second étage. Et cette rotation permet aux satellites de tous se séparer et du coup de les séparer sans aucun mécanisme. Et ce qui est plutôt pratique parce que du coup, ça prend moins de poids et c'est beaucoup plus simple. Donc, ils ont essayé d'utiliser la même technique ici pour Starship. Donc, le booster tourne un petit peu sur lui-même. Et du coup, quand il relâche il y a des... Je connais le nom en anglais, mais il y a des attaches entre le booster et le second étage. Et quand il les relâche, en toute logique, grâce à cette petite rotation, le booster et le second étage devraient juste se séparer d'eux-mêmes. Malheureusement, on ne sait pas trop ce qui s'est passé exactement, mais ces attaches semblent être restées très bien attachées en tout cas, parce que la fusée a commencé à, faire des sacrées rotations. On le voit très bien avec la caméra ici sur le booster, et aucune séparation. Genre vraiment, ça tient parfaitement. Donc, à mon avis, les attaches ne se sont pas du tout ouvertes pour
je ne sais quelle raison. Donc, ça a mené à tout simplement SpaceX. Ils l'ont laissé tourner un petit peu, à mon avis, ils ont laissé tourner pour collecter plus de données. Et puis quand c'est devenu un peu trop dangereux, ou il me semble que quand il n'y avait plus trop de carburant dans le booster, ils ont juste décidé d'appuyer sur le bouton et de faire... Ah, boum boum. Voilà, c'est comme ça qu'elle a fini en explosion. Alors certains vont voir ça, l'explosion est en mode « Oh, lancement raté alors ». Mais le truc c'est que la fusée allait être détruite quoi qu'il arrive. Donc dire que c'est raté parce que la fusée a explosé, pas forcément vrai, parce que elle allait forcément soit finir dans l'océan, soit exploser quelque part d'autre dans l'atmosphère. C'était le but de ce lancement. De toute façon, c'était un lancement de test. Il n'y avait aucun satellite à bord de la fusée. Le but ici, c'était vraiment de voir, OK, où est-ce qu'on peut aller avec ce lancement? Et puis aussi, c'est mal connaître SpaceX, parce que SpaceX est très connu pour, tout simplement, tester totalement, on peut le dire à l'arrache des fois, même si, en réalité... Faire des fusées est extrêmement complexe, donc ce qu'ils arrivent à faire ici est extrêmement complexe, donc les gens ont tendance à voir la façon dont ils font un peu à l'arrache comme un signe de... un mauvais signe, ou plutôt genre ils sont pas compétents, mais le truc c'est qu'ils arrivent quand même à designer des fusées extrêmement complexes, donc il faut quand même tenir compte qu'ils ont des gens très compétents. Mais leur stratégie c'est vraiment, c'est pas grave, on a déjà la prochaine fusée et on les lance. S'il faut les lancer à la boucle pour avoir plus de données de tests, ben on le fera. Donc là, par exemple, le booster 9, ce sera le prochain booster, il est déjà fini. Le ship 26, Starship 26, déjà fini. Ils ont même le 27 de pratiquement fini. Donc en gros, ils ont déjà la prochaine fusée. Donc ça, ne vous inquiétez pas, ça ne les ralentit pas du tout. Et le plus important, c'est que c'est pas explosé sur le pad de lancement. Je pense que ça aurait été bien d'avoir des données de si les deux étages se séparent quand même. Ça, c'est un peu dommage, mais bon, on ne peut pas tout avoir. Maintenant, j'ai résumé un petit peu le lancement. L'après-lancement, il s'est passé des choses, comment dire déjà, quand la fusée a décollé, je vais vous remettre des images ici, la puissance même de la fusée était juste énorme. Donc, ça se voit pas trop, ça se voit en réalité ici. Vous avez des débris qui ont volé. Et il y a énormément de débris qui ont volé en réalité. On en voit un là dans le ciel, comme vous pouvez voir. Il y a aussi une autre vidéo que SpaceX a montré où on voit carrément des débris tomber dans l'océan, genre des gros ploufs dans l'océan. Genre certainement des ploufs où on voit de l'eau monter jusqu'à 30-40 mètres. Donc des énormes bouts de béton sont passés par là. Et ben en fait, c'est ce qui s'est passé. Là, c'est un avant, une photo avant le lancement. Et à droite, vous avez une photo après le lancement. Ça vient de RGV Aerial Photography. Excellente chaîne YouTube et aussi Twitter, je vous conseille. Il prend un avion toutes les X temps et il vole au-dessus un peu à proximité du pad de lancement pour voir ce qui se passe. Et comme vous pouvez voir, oui, là à gauche, là, il y avait du béton. Il y a carrément des blocs énormes de béton qui se sont détachés à cause de la force de la fusée. Je rappelle que c'est la fusée la plus puissante au monde, jamais testée. La force qui sortait en dessous de cette fusée était juste énorme et ça a juste envoyé les bouts de béton voler. Le gros des dégâts semble être par là, parce que c'est aussi par là qu'il me semble que la fusée, quand vous la voyez décoller, elle se décale un peu sur la gauche. C'est tout à fait normal. La navette spatiale faisait ça, par exemple. Et du coup, c'est juste parce que la fusée s'éloigne du pad de lancement. Au lieu de rester par-dessus le pad de lancement et aussi par-dessus la tour et juste la bombarder avec ses flammes, non, vous allez un petit peu à gauche, pas trop grave. Et comme ça, les flammes touchent plutôt à côté du pad plutôt que le pad directement pendant tout le décollage. Parce que, comme on peut le voir d'ailleurs sur la vidéo, la flamme qui sort de cette fusée est énorme. Hein. La fusée en tant que telle fait 120 mètres de haut. Donc la flamme, quand vous la regardez ici, voilà, là, c'est une plutôt bonne vue. La flamme qui sort ici derrière est plus grande que la fusée. Donc il y a une flamme de 200 mètres de haut qui est juste derrière la fusée. Donc même si la fusée est déjà à plus de 100 mètres du pad de lancement, il y a toujours la flamme qui toucherait le pad de lancement. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont décalé. Mais évidemment, il y a tellement de force, ça fait juste voler des bouts de béton partout. Donc là, c'est tout abîmé. En dessous du pad de lancement, il y a un cratère carrément. On voit pas très bien sur cette photo, mais genre il y a un réel cratère de plusieurs mètres de profond. On a aussi des photos, ça c'est la tank farm, c'est les cuves qui stockent notamment l'oxygène, le nitrogène, de l'eau aussi, très important, et aussi le méthane. Alors les cuves de méthane sont en bas, et c'est des cuves horizontales. Et là, comme vous pouvez voir, les cuves ont pris cher, vraiment très cher. Celle-là en particulier est toute abîmée, cabossée.
On a aussi des photos comme celle-ci où on voit le pad de lancement et des énormes bouts de béton. Béton armé d'ailleurs, on voit clairement le métal hein, qui a volé jusqu'ici. Donc ça montre à quel point il y avait de la force. Et encore une fois, il y a des bouts qui ont même volé jusqu'à l'océan en fait. Donc c'est la force impliquée ici est énorme. Donc ça c'est un peu un truc où je suis en mode... Le truc, c'est que SpaceX savait qu'il y avait énormément de force qui sortait de la fusée. Donc, c'est un peu dommage qu'ils n'aient pas mieux prévu ça. Parce que quand ils ont construit ce pad de lancement, à la base, ils n'avaient même pas prévu un système qui bombarde de l'eau en dessous, justement, de la fusée quand elle décolle. Ça, c'est ce que toutes les fusées actuelles utilisent. Parce que l'eau permet de tout simplement capturer la force de l'onde de choc de la fusée qui décolle. Et permet aussi de protéger tout simplement le pad de lancement. Et par exemple de la chaleur et aussi des ondes de choc. Du coup, ils en ont installé un récemment, après avoir fait le static fire justement du booster. Donc c'est un test où ils allument juste les moteurs pendant quelques secondes. Après ce test-là, ils ont pété le béton en partie. Donc ils ont installé ce système où il y a de l'eau qui est bombardée à grand régime juste en dessous de la fusée. Mais visiblement, ça n'a pas suffi. Genre, clairement pas suffi. Donc c'est un peu, selon moi... Ils ont passé énormément de temps à designer un pad de lancement qui est juste magnifique, avec carrément une tour avec des bras pour attraper la fusée et tout. Mais ils se sont dit, non, on n'a pas besoin du système avec des jets d'eau ou autre chose. Ça, j'ai toujours trouvé un peu bizarre, parce que honnêtement, c'est impossible que le béton résisterait à une telle force, en fait. Donc des fois, SpaceX économise un petit peu sur certains trucs où ils prennent des raccourcis à des endroits où tu te dis, pourquoi avoir pris un raccourci ici? Alors, à la fin de la journée, ils ont quand même réussi à designer une fusée qui est incroyable. Mais ouais, je pense peut-être que s'ils avaient passé juste même un mois en plus quand ils ont commencé à construire ce pad de lancement, à faire un vrai système qui redirige les flammes, un vrai système qui permet de bombarder encore plus d'eau pour amortir encore plus les ondes de choc, je pense que ça n'aurait fait pas de mal. Alors, ils ont quand même, Elon Musk a notamment tweeté, ce qu'ils vont faire pour justement éviter ça. Il y aura apparemment une plaque en acier bientôt en dessous du pad de lancement qui sera refroidie avec de l'eau. Donc l'avantage, c'est que peu importe la force de la flamme, parce que l'acier, lui, il sera moins embêté par les ondes de choc, parce que le béton, évidemment, il se fissure. L'acier, lui, ne se fissurera pas. Le seul problème, c'est que l'acier, par contre, pourrait fondre. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est oui, faire passer énormément d'eau dans la plaque d'acier et ça éviterait d'avoir un énorme trou en dessous. J'espère aussi qu'ils vont juste faire un système qui permet de rediriger les flammes vers un endroit plus approprié. Ce serait pas mal. Et puis, ben, il y a encore tout le béton à côté qui est abîmé. Donc, peut-être que ce serait bien d'avoir, je sais pas moi, un système qui bombarde de l'eau, même encore sur une zone plus large, en fait. Parce que là, ben, ça ne va pas. Donc, ouais. Il y avait du coup, au niveau de la tour, elle est en plutôt de bon état apparemment. Il y a un petit peu des décorations ici en bas qui se sont fait abîmer apparemment sur des images, mais rien d'hyper grave en tant que tel. On peut le voir ici, vous voyez là, il y a des trous dans le béton là, pas hyper grave en vrai. La couleur évidemment, comme on peut voir la surface ici du pad, semble être abîmée, mais c'est juste la peinture qui a pris cher. Un coup de peinture, c'est reparti. Ce qui est vraiment le problème, c'est l'énorme cratère qui est en dessous du pad. Là, on peut le voir, tous les trucs de métal d'ailleurs, d'acier qui sortent. Ça, il faudra réparer. Donc, yep. Après, c'est beaucoup de dégâts, mais je pense que, connaissant SpaceX, ils pourraient réparer ça en 1 ou 2 mois sans aucun problème. C'est des dégâts sur des trucs qui restent superficiels en partie. Les cuves ici de stockage, c'est un peu plus problématique. Après, ils n'utilisaient pas toutes ces cuves en vrai, parce qu'il y en avait plusieurs qui étaient prévues pour stocker le méthane. Mais finalement, à cause d'une législation au Texas, les cuves de méthane droites, non protégées, sont illégales. Donc, ils devaient les mettre à l'horizontale sur le sol. Et heureusement qu'ils ont fait ça, à mon avis, parce que si c'était une cuve de méthane qui avait pris des rochers comme ça aurait été un petit peu plus problématique. Enfin bref, c'est à peu près tout pour SpaceX, en tout cas, et Starship. J'ai hâte de voir la suite des événements et je ne manquerai pas de vous faire des lives s'il y a d'autres lancements et tout ça. Ensuite, nous avons Google qui prépare réellement un Google Pixel. Donc là, on a des leaks qui sont sortis du fameux Google Pixel. Ça semble utiliser en partie le design des Pixel Phone,
mais pas totalement le même non plus. Notamment, la barre ici ne va pas jusqu'au bout, contrairement à un Pixel Phone. Donc ça, j'étais un peu étonné. C'est peut-être un nouveau design qui prévoit. Ça aurait été bien qui selon moi, ils reprennent un peu la même barre, mais bon. Et du coup, ce sera un téléphone pliable comme le Galaxy Fold ou les autres qui sont sortis un petit peu dans le même format. Ça devrait être présenté apparemment bientôt. On verra bien. Il y a Google I/O notamment en mai, donc ça pourrait être là que ce serait présenté. On ne sait pas trop, évidemment, les specs pour le moment, mais c'est fort probable que ça utilise le Tensor Chip que vous avez dans les Pixel 7 notamment, et un setup caméra similaire. Donc ça, ce ne serait pas vraiment étonnant. À savoir aussi qu'il y a une petite vidéo ici, comme vous pouvez voir. À savoir aussi que Google a prévu le support des écrans pliables dans Android depuis quelques temps. Ils l'ont fait avec Samsung notamment, donc Android devrait supporter pleinement ce téléphone. Donc ouais, on ne sait pas trop plus pour le moment. Il y a des rumeurs comme quoi il serait autour de 1700 $, ce qui me semble être extrêmement cher. Le Pixel 7 est plutôt abordable en réalité, comparé aux autres téléphones haut de gamme. Du coup, on pourrait s'attendre à la même chose avec un téléphone pliable. Parce que si vous regardez, Samsung, c'est environ à partir de 800-900 €, les Galaxy S23. Le Galaxy Fold, en tout cas la dernière version, c'est 1500-1700 €, quoi. Donc si Google est moins cher déjà que les Galaxy S23, en toute logique, ça devrait plutôt être, je sais pas moi, 1400 $. Donc 1700 $ me semble un peu abusé. Le truc, c'est que Google ne pourra pas charger autant que Samsung ou autre chose parce que déjà, c'est leur premier smartphone pliable. Donc, personnellement, je ne m'attends pas à ce qu'il soit aussi bon. Et puis, tout simplement, Google a tendance à avoir quelques lacunes au niveau spec qui font qu'ils ne peuvent pas forcément charger autant d'argent que les autres marques. Et puis aussi, ils doivent séduire le public. Donc, séduire le public, c'est mieux de le faire avec un prix plus attractif. Donc, personnellement, si c'est 1700 $, je ne vois pas beaucoup de personnes l'acheter. Si par contre il est beaucoup plus abordable, et c'est ça que j'aimerais bien, Google, faites un téléphone pliable. On va pas dire abordable, parce que soyons honnêtes, plus de 1000 € pour un téléphone, c'est pas abordable, mais faites un téléphone pliable qui est au même prix que d'autres smartphones haut de gamme non pliables. Voyez, si vous êtes en train de regarder pour les Galaxy S23 ou les iPhone 14, et que vous voyez aussi le Google Pixel pliable pour le même prix, là les gens pourraient se dire « Oh, le futur est là, je peux en acheter un pour le même prix. » Il y a quelques désavantages, mais aussi quelques avantages. Mais si c'est juste plus cher, les gens sont juste en mode « Non, c'est juste plus cher, je m'en fiche en fait. » Il faudra encore de très nombreuses années, à mon avis, pour qu'on ait des téléphones pliables à des prix réellement abordables. Donc pour moi, un téléphone pliable abordable, ce serait un petit 600 €, ce serait déjà largement abordable. Pas pour tout le monde, hein, je le sais, mais pour un téléphone pliable, 600 €, ce serait un prix assez compétitif et ça permettrait vraiment aux gens de tester la technologie et de voir si ça leur plaît d'avoir justement un téléphone qui peut devenir beaucoup plus grand. Personnellement, j'aimerais bien, mais j'attends toujours parce que je trouve ça encore beaucoup trop cher et puis j'aime pas trop les écrans en plastoc qui peuvent se griffer facilement. Donc ouais. Ensuite, passons un petit peu à des news hardware. On a des trucs très intéressants. Déjà, AMD a annoncé les Ryzen Z1 et Z1 Extreme. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, ce sont des processeurs faits pour les consoles portables. Ou pas juste les consoles portables en réalité. Vous pourriez aussi les utiliser dans des ordinateurs très portables, donc peut-être des netbooks ou des ultrabooks, qui ont aussi beaucoup de puissance GPU. Parce que du coup, ces processeurs, en plus d'avoir 8 cœurs, jusqu'à 8 cœurs Zen 4 et 16 threads, vous avez aussi un modèle 6 cœurs 12 threads, en Zen 4 toujours, et ils ont aussi jusqu'à 12 cœurs RDNA 3.0, ce qui est vraiment pas mal en termes de puissance brute graphique. Et la version Z1 normale, lui, en a 4. Donc vous avez deux tirs, vraiment deux modèles différents ici. Et juste pour vous... Alors, ils ont illustré par rapport à la Nintendo Switch. C'est pas le meilleur exemple, soyons honnêtes, mais la Nintendo Switch a une puissance de 0,4 teraflops. Voilà. Commence un petit peu à dater, hein. Déjà, quand la Nintendo Switch est sortie, le processeur qu'il y avait dans la Nintendo Switch, qui est un processeur NVIDIA qui est basé sur un ARM avec évidemment une partie graphique et NVIDIA, était déjà sorti depuis de très nombreuses années, hein, la puce Tegra. Donc, oui, pas très étonnant. Donc là, la version non extrême a déjà 2,8 teraflops et la version extrême a 8,6 teraflops, ce qui est
franchement pas mal. Genre, c'est plus puissant, il me semble, que des cartes graphiques d'entrée de gamme. Pas mal même. Donc, imaginez une telle puissance dans une console portable. Moi, je dis totalement oui. Ils ont montré aussi quelques chiffres de performance, c'est toujours intéressant. Alors, ils comparent à eux-mêmes, donc là, c'est pas forcément le plus intéressant, mais comme vous pouvez voir dans certains jeux... Alors, je m'attendais à plus de différence entre le Z1 et le Z1 Extreme. Genre, c'est très similaire, franchement, dans certains cas. Donc, je me demande s'il n'y a pas une limitation ici due à la RAM, parce que forcément, les chipsets graphiques intégrés au processeur n'ont pas de RAM vidéo, donc ils utilisent la RAM du processeur. Donc, la RAM du processeur, pour faire en sorte que ce chipset graphique puisse vraiment montrer ses muscles, doit être très rapide. Et la RAM pour processeur n'est pas vraiment fait... Elle n'est pas designée de la même manière que la RAM que vous avez dans une carte graphique. Donc, ce n'est pas toujours le cas. C'est pour ça qu'il faut de la RAM la plus rapide possible, en tout cas pour essayer de compenser. Donc là, visiblement, à mon avis, ce processeur graphique dans la version Z1 Extreme semble être limité par justement la vitesse de la RAM. Mais on a quand même en 1080p low, Forza Horizon 4 qui tourne à plus de 120 fps, vous avez CSGO et tout ça, donc c'est des plutôt bons résultats, franchement, pour, je vous rappelle, un processeur qui va être dans une console portable. Donc c'est un processeur qui va consommer 28 watts au grand maximum. C'est des très bons résultats. Maintenant, encore une fois, oui, il faudrait peut-être voir ce que ça donne si on s'est couplé à de la RAM encore plus rapide. Alors maintenant, on passe d'un extrême à l'autre. On avait une bonne news pour AMD avec un processeur très intéressant avec les Z1. Et maintenant, on passe à une news beaucoup moins intéressante. Les Ryzen 7000, que ce soit les versions 3D ou même les versions non 3D, auraient un énorme problème d'alimentation qui peut causer carrément le CPU à brûler des pins en dessous de lui-même et brûler aussi les pins sur la carte mère. Donc, comme vous pouvez voir sur ces images-là, c'est un 7800X 3D ici qui a carrément brûlé au niveau de ses pins ici et sur la carte mère. On a une autre image ici. Vous voyez clairement les pins sont trop abîmés. Donc, à mon avis, la carte mère est juste plus bonne maintenant. Alors, ce serait toujours fixable. Hein. S'il l'envoie, ça semble être une carte mère Asus peut-être. S'il l'envoie au constructeur, le constructeur pourrait détacher le socket et en remettre un nouveau. Donc c'est réparable. Après, ce que ferait la marque, certainement, c'est juste remplacer l'entièreté de la carte mère, bien sûr. Mais c'est fixable. Du coup, d'où vient ce problème? Ce problème vient des pins qui sont situés juste ici. On a pu le voir sur l'image, que c'était un endroit très précis que ça brûlait. Il y a d'ailleurs aussi Debauer qui a vu le même problème sur une version non 3D de ses processeurs. Donc le 7900X, vous pouvez voir encore une fois les mêmes pins qui sont brûlés. Et ces pins sont tout simplement responsables de l'alimentation CPU. Du coup, ça vient d'un problème d'alimentation. Le problème serait dû au fait que quand vous utilisez un profil Expo, AMD Expo, c'est l'équivalent de Intel XMP chez AMD, le voltage du CPU monterait beaucoup trop haut, parce que des fois, quand vous chargez un profil mémoire plus haut, ça va aussi un petit peu overclocker le processeur, il faut le savoir. Donc là, c'est ce qui arrivait, ça faisait fonctionner potentiellement le processeur à un plus haut voltage. Et du coup, ça provoquait ça. Il y avait tout simplement trop, certainement, de courant électrique qui passait par ces tout petits pins. Et du coup, bien souvent en électricité, quand vous avez une énorme quantité d'électricité qui passe dans un câble, le câble est tout simplement plus épais parce que ce câble peut tout simplement chauffer. Donc s'il y a beaucoup d'électricité qui va passer, vous le rendez plus épais pour éviter que le câble chauffe trop et littéralement se brûle et fonde ou autre chose. Donc là, avec ces voltages-là, probablement ce qui s'est passé, c'est que c'est ça en fait. Il y a trop d'électricité qui passait et ça a fait carrément brûler les pins. Ça a dépassé leur capacité à juste absorber la chaleur de justement toute cette électricité qui passe. Donc après, ce que ça peut causer aussi, c'est justement ça brûle, ça fait fondre le métal et ce genre de choses. Donc c'est vraiment, mais alors vraiment pas bon du tout. Ça, comme je dis, ça vient de AMD Expo. Donc personnellement, tant que la faute exacte n'a pas été identifiée, je vous conseille de peut-être aller retirer AMD Expo pour le moment. Ça ne fait pas de mal de prendre un petit peu de sécurité, on va dire. Vous avez MSI qui a apparemment sorti déjà un nouveau BIOS pour restreindre les voltages des Ryzen X3D pour éviter ce problème. Mais comme on l'a vu, Debauer a aussi le problème sur une version non 3D. Donc voilà. Donc moi, je vous dirais vraiment, si vous avez un Ryzen 7000, désactivez pour le moment AMD Expo
pour juste vraiment être sûr, surtout si vous avez des modèles beaucoup plus haut de gamme qui peuvent consommer plus. En attendant d'avoir plus d'informations. Si vous le pouvez, regardez aussi sur le site de votre constructeur de carte mère s'ils ont sorti un nouveau BIOS maintenant. Et s'il y a un nouveau BIOS qui date de même pas une semaine par rapport à la sortie de cette vidéo, c'est que probablement il y a certainement un fixe par rapport à ça, ou en tout cas un premier fixe qui pourrait déjà mitiger le problème. Donc n'hésitez pas à l'installer si vous le pouvez, afin de justement éviter ce problème-là. Parce que le truc, c'est que dès que les dégâts sont faits, c'est fini. Hein. Votre processeur, il y a un moment, s'il y a trop de dégâts, il n'arrêtera de fonctionner, il pourra abîmer votre carte mère. Donc c'est très, très, très mauvais. Donc assurez-vous de prendre les devants là-dessus pour éviter que ça arrive. Peut-être vous aurez un peu moins de performance pendant quelques semaines, le temps qu'il y ait un nouveau BIOS qui sort, mais au moins vous serez sûr de ne pas foutre en l'air votre PC, ce qui serait plutôt cool. Donc, yep. Personnellement, j'ai bien envie de retirer le refroidissement de mon processeur pour voir s'il n'y a pas déjà un petit peu quelque chose. Parce que ça commence lentement. Hein. Ça ne veut pas dire que d'un coup, pouf, oh, ça brûle et le processeur est mort. Non, c'est quelque chose qui arrive sur le temps aussi. Et au bout d'un moment, peut-être que a fait que le métal brûle, justement. Il y a de moins en moins un bon contact. Et du coup, vous avez encore plus d'électricité qui passe sur une plus petite et de plus en plus petite zone. Jusqu'à un moment où ça va juste genre être trop petit comme zone. Et là, ça va peut-être clairement brûler un coup. Donc c'est un petit peu ce qu'on avait eu en réalité. Enfin, pas exactement, mais c'est un peu ce qu'on avait eu avec le connecteur 12 pins NVIDIA ou 16 pins techniquement, où vous avez justement le fait que il y avait énormément d'électricité qui passait dans une zone très petite et du coup ça faisait chauffer le contact. Donc, yep, ça prend du temps pour ce genre de dégâts. Donc, si vous y connaissez en informatique, vous pouvez déjà vérifier votre processeur si vous le voulez, ça fait pas de mal, je suppose. D'ailleurs, si vous le faites, vous avez un Ryzen 7000 et que vous allez prendre le temps de vérifier, peut-être s'il y a eu des dégâts, dites-le dans les commentaires. Avez-vous vu une trace à l'arrière de votre processeur ronde ici vers le milieu, comme vous pouvez voir, c'est à peu près ici. Est-ce que vous avez cette trace-là? Dites-le nous. Et ben oui, c'est à peu près tout. C'est vraiment dommage d'avoir ça. Après, c'est toujours un peu le problème. C'est un nouveau socket et des fois, vous avez ce genre de problème. Après, ça n'empêche pas AMD évidemment de faire un bon travail et d'éviter ce genre de problème dès le début. Mais, yep, probablement un petit problème ici qu'ils n'ont pas forcément pensé sur les Ryzen 7000 et j'espère que ce sera très vite fixé. Parce que visiblement, ça peut être fixé via un BIOS avant qu'il y ait des dégâts vraiment importants. Donc j'espère que ce sera le cas. Ensuite, nous avons des rumeurs comme quoi la RX 6600 apparaîtrait lors du Computex. Donc le Computex, c'est un événement qui se passe à Taïwan, à Taipei pour être plus exact, et ce sera très fin du mois de mai, mais surtout début du mois de juin. Et personnellement, j'y serai présent d'ailleurs, pour ceux qui se demandent. Donc ça, c'est plutôt cool. Et du coup, ben, oui, vous avez la 7600 qui sera annoncée à ce moment-là. Alors, c'est un peu étonnant parce qu'on a toujours zéro, je dis bien zéro information sur la 7800, XT ou non XT, ou la 7700, XT ou non XT. Donc, c'est un peu étonnant qu'on a surtout des rumeurs sur la 7600 maintenant. Un peu bizarre de la part d'AMD de juste être en mode « Oh, on va sortir le haut de gamme et puis on sort du milieu de gamme. » Et il n'y a rien au milieu, donc c'est un peu bizarre. Après, peut-être qu'ils vont aussi annoncer les 7800 et 7700 en même temps. C'est probable. Cette 7600 XT en tout cas, ou non XT, aurait, selon les estimations ici de Videocards 32 CU, on ne sait pas trop exactement, ça pourrait être un peu plus, un petit peu moins, et ce serait basé sur le GPU Navi 33. En réalité, il existe déjà une RX 7600 qui est sur ordinateur portable. Après, il n'y a rien qui garantit que la 7600 d'ordinateur portable soit similaire à celle qu'il y aura sur PC fixe. Donc, yep, on ne sait pas trop. Après, tenez compte comme, du coup, AMD a un petit peu fait une Nvidia ici, avec notamment la 7900 XTX, aurait dû être la 7900 XT, soyons honnêtes. Donc la 7900 XT, c'est plus une 7800 XT en réalité. Du coup, si vous tenez compte de ça, cette 7600 XT ne va pas non plus être hyper puissante. Ça va être vraiment une carte certainement proche des 300 € en toute logique. La 7700 XT, elle serait plus au niveau des 400 et des euros.
Donc il pourra avoir une version XT et non XT évidemment, et la version XT serait plus chère. Et la 7800, que ce soit XT ou non, s'il y en a plusieurs, elle serait plus évidemment à 600, peut-être un petit 700 €, mais pas beaucoup plus. Parce qu'après, vous avez la 7900 XT qui coûte 840 € en ce moment. Donc, yep. Donc ce sera à peu près la répartition de prix en toute logique selon le marché actuel, vite fait en évaluant moi-même. Donc, ouais. Maintenant, la question que je me pose surtout, c'est combien de RAM sur cette carte? Parce qu'on l'a vu actuellement, et on va le voir juste après dans une autre news, il y a beaucoup de jeux qui sont sortis et qui ont des gros problèmes de RAM vidéo, et du coup, ben, est-ce que AMD va être raisonnable? Donc là, ils ont mis 24 Go sur la 7900 XTX, 20 sur la 7900 XT. En toute logique, la 7800 XT, on aurait 16. Vous voyez? La 7700, on ne sait pas. Est-ce qu'ils vont faire comme l'ancienne génération et en mettre 12? Alors 12, ça va encore, mais c'est pas non plus... Voilà, ça veut dire que la 7600 XT, on aurait moins. Donc, j'espère qu'en réalité, la 7700 XT, on aurait aussi 16 en vrai, et que la 7600, on aurait peut-être 12, si c'est possible. Parce que, on le voit à l'heure actuelle, il y a des jeux qui vont avoir des gros problèmes d'utilisation de RAM vidéo, et du coup, on va avoir besoin de plus de RAM vidéo. Donc, si AMD prend les devants, ils pourraient se mettre dans une meilleure situation pour le futur en tout cas. Mais justement, on passe directement à la news sur le fait que quelqu'un a modé une RTX 3070 pour lui mettre 16 Go de GDDR6. Et c'est Paulo Gomes, et c'est du coup un YouTuber pour information brésilien. Et du coup, ce qu'il a fait, plutôt simple, mais pas du tout en réalité, c'est qu'il a dessoudé les puces mémoire d'une 3070 et les a remplacées par des puces mémoire de plus haute capacité. Parce que la 3070 a 8 puces mémoire de 1 Go en GDDR6, et depuis, notamment depuis la 3060, il y a des puces mémoire de 2 Go en GDDR6 qui sont sorties. Du coup, ce qu'il a fait, il a tout simplement enlevé les 1 Go, il a mis des 2 Go à la place, et c'est bon. Ça marche en réalité. Ça a déjà été fait sur une 2080 Ti et tout ça. Il y a des gens qui sont amusés à faire ce genre de choses. Et c'est pas à la portée de tout le monde, on va être très honnête, et puis au revoir la garantie. Mais du coup, ça permet d'illustrer justement le problème actuel qu'on a, et qui est que certains jeux qui sont en train de sortir demandent beaucoup trop de RAM vidéo, notamment Resident Evil 4. Vous avez aussi Hogwarts Legacy et The Last of Us Partie 1 sur PC, qui sont juste très, très mauvais en termes d'utilisation RAM vidéo. C'est dû au fait, en partie, pour ceux qui se demandent, que ce sont des très mauvais ports PC. Ce sont des jeux qui ont été conçus pour console et qui ont été portés à l'arrache sur PC. On va être honnête, il n'y a pas d'autre chose à dire. Il y a des jeux PC qui sont plus beaux, qui tournent beaucoup mieux avec moins de RAM vidéo. Là, c'est vraiment un mauvais port PC. C'est dû aussi au fait que les consoles actuelles de nouvelle génération, donc la Xbox Series X ainsi que la PS5, ont une mémoire partagée avec le CPU qui est beaucoup plus importante que 8 Go. Donc c'est, il me semble, 12 Go sur, je ne sais plus laquelle des deux consoles. C'est 12 Go et 16 Go si je me souviens bien. Donc c'est plus que 8. Et du coup, les développeurs, comme ils ont entièrement développé leur jeu pour ces consoles-là, ils ont prévu qu'il y aurait 12 ou 16 Go de RAM. Et eux, comme la RAM est partagée, ils s'en fichent que ce soit de la RAM vidéo ou de la RAM CPU. Pour eux, c'est de la RAM. Et donc, quand le jeu a été porté sur PC, le problème, c'est que ils n'ont pas vraiment réoptimisé tout ça. Donc, ils ont chargé énormément de choses sur la RAM vidéo à la place sur PC, ce qui mène à ces problèmes. Donc, quels sont ces problèmes, justement? Comme on atteint la limite de RAM vidéo, vous avez des énormes freezes dans le jeu. Alors, le FPS moyen peut paraître correct, mais comme vous pouvez voir ici, les FPS minimum, les FPS 1% et 0,1% sont très mauvais. Et sur la version 16 Go de la 3070, ces FPS 1% et 0,1% sont beaucoup plus corrects, donc 69 et 40. Et le FPS moyen est 80 FPS sur ce jeu. Et comme vous pouvez voir ici, le FPS moyen sur la 3070 originale avec 8 Go était de 70. Donc le FPS moyen peut paraître correct, genre c'est juste une différence de 10 FPS, mais les FPS minimum sont beaucoup plus bas. Donc ça, c'est des freezes, c'est une très mauvaise expérience de jeu, c'est juste mauvais en fait. Donc oui, le mode a fonctionné, et ça permet de illustrer encore une fois qu'il y a un gros problème au niveau de justement la RAM vidéo et de ces jeux-là qui en utilisent beaucoup de trop. Du coup, il y a d'autres exemples de ça d'ailleurs. Vous avez aussi la 6800 XT qui est une carte sortie évidemment à peu près en même temps que les 3070 et les 3080. Et elle a 16 Go de GDDR6. Du coup, elle a beaucoup moins de problèmes dans ces jeux. Même elle a des aussi bonnes performances en fait que dans d'autres jeux qui utilisent beaucoup moins de RAM vidéo.
alors que la 3070 et la 3080, elles chutent à cause justement de leur quantité de RAM vidéo limitée. La 3080, je vous rappelle, c'était 10 Go. Oui, c'est 10 Go ou c'est 11 Go. Non, c'est 10 Go de RAM vidéo, donc c'est juste pas assez dans certains de ces jeux en vrai. Donc ça montre aussi que Nvidia était trop radin sur la RAM vidéo et qu'ils auraient dû en mettre plus pour éviter ce problème-là. Mais le truc, c'est que Nvidia a tendance à designer un GPU pour le marché actuel. Il faut le savoir. C'est eux, quand ils sortent une carte graphique, elle est bonne pour maintenant. Si elle est plus bonne dans 2 ans, on s'en fiche, littéralement. AMD est déjà un peu plus prévoyant, donc notamment la 6800 XT. Ben, c'était une bonne chose prévoyante de lui mettre 16 Go parce que maintenant, elle se débrouille encore très bien en fait. Donc oui, c'est du coup à voir. On va voir ce que ça va donner aussi sur les futures cartes Nvidia qui vont sortir bientôt, notamment la 4060 Ti a des rumeurs comme quoi elle aurait 8 Go. Et ça recauserait le même problème. Il y a aussi un YouTuber qui est Hardware Unbox qui avait fait un test similaire où lui, il avait carrément pris la version professionnelle de la 3070, donc la version Quadro techniquement, même si Quadro n'existe plus en termes de nom. Et cette version a 16 Go. Et même avec une fréquence de fonctionnement plus basse, parce que c'est une version professionnelle de la carte, dû au fait qu'elle avait 16 Go de GDDR6, elle avait des meilleures performances dans ses jeux par rapport à la 3070. Donc ouais, là, Nvidia s'est vraiment mis dans une mauvaise situation. Et s'il continue d'être radin au niveau de la RAM vidéo, ça va faire un petit peu bizarre quand même. Alors, encore une fois, je tiens à le repréciser, normalement, on ne devrait pas avoir le problème si les développeurs faisaient correctement leur travail et portaient correctement le jeu sur PC. Après, on n'aurait pas aussi le problème si Nvidia n'avait pas trop été radin au niveau de la RAM vidéo et en avait mis plus sur notamment la 3070, la 3080 et les futures cartes qui vont arriver bientôt. Donc, ouais, c'est un peu la faute à tout le monde. Et pendant ce temps-là, AMD est juste en mode « Ah, ben nous, on n'a pas le problème. » Donc, ouais, on verra bien. Dans tous les cas, selon moi, 8 Go, ça devrait être maintenant la quantité de RAM vidéo minimum pour une carte d'entrée de gamme. Genre 200 € la carte. Pour une carte au-dessus de 300, 400 €, ça devrait être 12 Go minimum. Donc, si Nvidia sort réellement une 4060 avec 8 Go, ça va être assez honteux. Ensuite, nous avons une news encore une fois au niveau Nvidia parce qu'ils ont annoncé la RTX 5000 ADA. Alors oui, comme j'ai dit avant, les Quadro n'existent plus. Quadro, c'était la gamme professionnelle de Nvidia. Maintenant, Nvidia fait ce truc qui porte énormément en confusion où ils appellent les cartes professionnelles avec des noms comme RTX 5000, RTX 6000, 7000 même, 8000 ils pourraient faire, ou RTX 2000, 3000. Donc ça porte à confusion parce que les cartes professionnelles du coup ont ce nom-là, les cartes grand public par contre c'est 4070, 4080 et tout ça. Donc voilà. Et en plus ils rajoutent le nom d'architecture derrière pour les identifier. Parce que évidemment, il existe des RTX 4000 et tout ça qui sont basés sur l'ancienne architecture. Donc ça porte énormément à confusion. Je pense qu'ils auraient juste gardé le nom Quadro, ça aurait été plus simple. Bref. Du coup, cette RTX 5000 ADA Lovelace, c'est une version qui utilise du coup toujours le GPU AD102, c'est le même que la 4090, mais pas la 4080. Et du coup, c'est une version en partie castrée de ce GPU. Pourquoi j'en parle? Parce que ben justement, il y avait déjà une RTX 6000, oui, ça porte encore une fois énormément en confusion, qui avait basiquement les specs d'une 4090, mais avec plus de RAM vidéo. Donc oui, Nvidia peut mettre plus de RAM vidéo quand ils le veulent. Et du coup, ben ça, c'est basiquement une 4090 en termes de pure spec. Et ça, ce serait du coup avec 15 360 coups d'accord, mais un bus mémoire de 256 bits et 32 Go de GDDR6. Donc imaginez que ça devient 16 Go par exemple. Oui, ce serait la future RTX 4080 Ti, je pense. En tout cas, elle serait très similaire. Et ça a beaucoup de sens qu'ils fassent ça, parce que Nvidia et n'importe quel constructeur en fait de semi-conducteurs, quand il fabrique un produit, un GPU, un processeur, il fabrique la grosse version. Et puis quand, à force de produire, ils accumulent des versions, ben, ils accumulent des GPU qui ne peuvent pas fonctionner sur les 18 000 coups d'accord. Il y a un petit peu des trucs abîmés où il faut trop de voltage, où il y a des problèmes. Ils ne peuvent pas utiliser les 18 000 coups d'accord. Mais par contre, ça tourne toujours avec 15 000 coups d'accord. Eh bien, ils les gardent de côté. Et puis, ils lancent ce genre de produit. Ben, une RTX 5000, par exemple.
Et du coup, ben là, la RTX 5000, comme c'est une carte professionnelle, ils ont dû garder les meilleurs GPU pour ça, ceux qui sont les plus efficaces au niveau énergétique, certainement les plus stables aussi. Et du coup, les autres, qui sont un peu moins stables et tout ça, ou qui requièrent plus de consommation, eh bien, ils vont les mettre très probablement dans une 4080 Ti. Honnêtement, ça ne m'étonnerait pas que la 4080 Ti ait exactement ces specs-là. 15 360 coups d'accord, ou en tout cas très proche de ça. 480 Tensor Core. 16 Go de GDDR6X, par contre, ce sera pas 32 Go de GDDR6 et certainement un bus mémoire de 256 bits. À mon avis, ça va être ça. Parce que là, ça semble plutôt bien se confirmer. Donc, ouais. Après, là, c'est un leak de la RTX 5000, tenez-en compte. Donc, peut-être que finalement, le bus mémoire va se confirmer différemment ou autre chose. Donc, ouais, tenez-en compte. C'est sujet à changement, mais une chose est sûre, je pense qu'on a à peu près à quoi va ressembler à 4080 Ti. Et elle arrivera. Hein. Pour ceux qui se disent non, Nvidia, on va pas sortir une 4080 Ti. Si. Ils attendent encore un petit peu, mais elle arrive. Ne vous inquiétez pas. Et à mon avis, vu les prix actuels, ils vont baisser la 4080 très probablement. Je pense qu'un 4080 Ti va sortir en mode bonne gratitude. Et puis, ils vont sortir à 4080 Ti à genre 1500 €. Ce serait le plus logique. Je le prédis. Ouais, voilà, on verra dans quelques mois si mes prédictions étaient correctes, ma foi. Et du coup, c'est à peu près tout pour cette Tech Summer Show aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu ou pouce rouge. Si vous avez des sentiments plus complexes, vous pouvez laisser un commentaire plutôt. N'hésitez pas à me dire ceux justement qui sont sur Ryzen 7000 et qui sont prêts à regarder un petit peu sous leur processeur, voir si vous avez vu quelque chose. Faites-le seulement si vous y connaissez, par contre, je tiens vraiment à le préciser. Si vous avez monté votre PC vous-même, tenez compte aussi qu'il faudra remettre de la pâte thermique. Donc voilà, moi je vais le faire sur mon PC et je ferai certainement, si je découvre quelque chose, je ferai certainement une vidéo sur le sujet et voir si justement il y a des solutions qui sont mises en place, parce que c'est très mauvais comme information pour ceux qui ont tous ceux qui ont un Ryzen 7, mais franchement. Donc ouais. Du coup, merci à tous. On se retrouvera pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao ciao.